Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue dans ce petit moment qu'on voulait organiser depuis quelques temps avec Anne, concernant notamment ce qui arrive en bas de chez nous, c'est-à-dire au CHU de Toulouse, qui est quand même une des plus grosses plateformes de soins et médicales de la Haute-Garonne, et qui est dans un état de délabrement, de maltraitance généralisée. Et si on fait cette vidéo ensemble, c'est pas juste par hasard, parce qu'on se dit un matin, allons en parler tous les deux. C'est parce qu'on s'y est retrouvés à plusieurs occasions. Toi, parce que tu as un travail au long cours sur la question notamment des soins en psy. Moi, plus au moment de la cellule de crise sur le CHU. Et ben en fait, on s'y est retrouvés et on s'est bien rendu compte qu'on avait plein de choses à se dire déjà nous, et donc à dire à tout le monde ici. Et peut-être le meilleur moyen, c'est de commencer par le commencement, parce que toi, tu es là depuis le début de l'histoire, en fait, de la mise en péril des soins psy au CHU. Ouais, alors la mise en péril, ça a commencé bien avant qu'on soit élu, soyons déjà clairs. Le secteur de la psychiatrie publique, notamment, est complètement sinistré, complètement délaissé. On sait que la santé publique, de manière générale, c'est le parent faible, mais là, c'est le parent faible du parent faible. Et du coup, ce qui se passe là actuellement, c'est la conséquence en fait de la politique publique qui a complètement délaissé la psychiatrie. Et déjà, d'ailleurs, je me souviens, un de mes premiers chocs en tant qu'élu, on était élu donc depuis à peine quelques jours, il y avait une grève aux urgences du CHU, et notamment j'avais été visiter les urgences psychiatriques. Et ce qu'on avait vu, c'est que là, il y avait ce jour-là des gens qui étaient en consultation, dans des bureaux de consultation, pardon. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans une chambre, comme il n'y avait plus de lits disponibles, ils étaient sur des brancards dans des bureaux de consultation. Donc, c'est-à-dire c'est une chambre sans fenêtre, enfin c'est pas une chambre d'ailleurs, c'est un bureau sans fenêtre avec un bureau, une chaise. Enfin bon, bref, on imagine quelqu'un qui arrive, qui est en crise. Parce que quand on va aux urgences psychiatriques, généralement c'est parce qu'on va pas bien. Forcément, ça peut pas arranger les choses. Bon bref, ça m'avait déjà complètement choqué à cette époque-là, me dire c'est pas possible, on en est là. Et donc malheureusement, les choses ont continué à se dégrader parce que la politique a continué à se dégrader. Et là, on arrive sur un cas complètement critique. Donc, pour vous faire un petit retour sur les tout derniers événements, donc au CHU de Toulouse, au mois de janvier, en fait, les soignants des services psychiatriques se sont mis en grève parce qu'ils dénonçaient justement leurs conditions de travail, le fait qu'ils sont pas assez nombreux, qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper des patients comme il faut, qu'il y en a notamment qui sont dans des unités fermées où on reçoit notamment des patients, par exemple, qui sont sous contrainte, c'est-à-dire qui sont là sur la demande d'un tiers. Donc, ils sont soit dans le déni par rapport à leurs troubles psychiques, soit qui veulent pas être là. Donc, des fois, qui peuvent être difficiles, voire violents. Il y a beaucoup aussi de toxicomanie. Bref, des patients qui demandent du temps et de l'engagement de la part des soignants, qui sont donc pas assez nombreux. Et donc là, c'était une première étape. Et il se trouve que dès quelques jours derrière, eh bien, il y a un de ces patients qui a réussi à mettre le feu à son matelas. Donc, heureusement, il n'y a pas eu de mort ni même de blessés graves. Enfin, vous voyez l'importance de la situation, le choc dans le service pour les soignants, etc. Là-dessus, je suis allée visiter donc justement ce qu'on appelle l'UF1, c'est-à-dire une unité fermée, donc justement là où avait eu lieu ce drame. J'ai rencontré donc les soignants et par exemple, juste pour vous donner un état de la situation, un témoignage qui m'a beaucoup marqué, c'était ces soignants qui me disaient, tous ces soignants d'ailleurs qui disaient, nous ça fait longtemps qu'on dit qu'on n'est pas assez nombreux, et là, du fait de l'incendie, en fait il y a des lits qui étaient fermés, parce qu'il y avait des travaux en cours forcément, et du coup ils disaient, on a moins de patients à gérer et on est plus nombreux, et du coup on a du temps et tout se détend. C'est-à-dire que les tensions dans le service, elles s'évacuent, etc. On peut avoir le temps d'accompagner pour des sorties, etc., ce qu'ils n'ont plus le temps de faire. Enfin bref, c'était assez touchant. Et en face de ça, la direction, donc on te disait, alors vous les entendez, qu'est-ce qu'on va faire? Il y avait le monsieur directeur des soins qui a dit, oui, alors moi je viens d'arriver, il faut que je vois comment vous vous organisiez pour voir, etc., etc. Bam, le week-end qui a suivi, il y a eu 2 agressions sexuelles, toujours au CHU de Purpan, dont un viol. Donc derrière, du coup, la décision qui a été prise, c'est l'inverse, c'est-à-dire d'enlever une partie des équipes de cette unité que j'avais visitée pour les envoyer sur les urgences psychiatriques, parce qu'évidemment, c'était la cata. Bref, on déshabille Pierre pour habiller Paul, classique. Et là, en plus, quelques jours après, vous avez sûrement entendu ce patient qui s'est suicidé après avoir passé 10 jours sur un brancard dans les conditions que je décrivais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il était dans ce qu'on appelle un box de consultation. Donc, il a passé 10 jours dans ces conditions et il a fini par se suicider. Donc là, évidemment, les soignants sont, non seulement, évidemment, tout ça, c'est des drames pour les victimes, mais c'est aussi des drames pour les soignants qui sont complètement débordés, qui vivent des choses qu'ils ne devraient pas avoir à vivre, et voilà, qui sont en très très grande souffrance. J'avais écrit d'ailleurs au directeur de l'ARS en disant qu'il serait peut-être temps qu'il vienne voir. Effectivement, il est venu quelques jours après. Il y a eu une réunion, notamment donc avec les soignants, les représentants des syndicats, etc., avec des échanges très
virulent parce qu'il y a énormément de souffrances et depuis longtemps, donc notamment chez les soignants qui sonnent l'alerte depuis longtemps, qui ne sont pas entendus. L'ARS, l'Agence régionale de santé, donc le directeur de l'Agence régionale de santé. Pas facile, il y a plein d'acronymes, c'est la galère. Qui a donné des mesures d'urgence, mais qui était à ce stade des incantations, c'est-à-dire on va rouvrir des lits, on va embaucher, mais quand je lui demandais avec quels moyens, on n'avait pas de nouvelles. Quand on lui demandait comment il allait faire pour faire venir des gens, parce que les gens ne veulent plus venir travailler en psychiatrie, c'est ça la réalité, parce que c'est trop dur. Tous les soignants le disent, les gens au bout de 6 mois, ils repartent parce que les conditions de travail sont trop dures. Bref, là-dessus, il n'y avait pas de réponse. Et puis, il y a une spécificité, et après je m'arrêterai là, à Toulouse, sur la psychiatrie en Haute-Garonne, c'est qu'il y a une énorme part qui est au privé. En Haute-Garonne, pour 300 à 400 lits dans le secteur public, vous avez 1100 lits au privé. Donc c'est énorme et c'est très important parce qu'évidemment, les cliniques privées, elles choisissent leurs patients. Donc les patients trop difficiles, qui ont des pathologies très lourdes, les patients qui ont toxicomanes justement, ils ne prennent pas. Les personnes qui sont en très grande précarité, bien sûr, ils ne prennent pas non plus. Donc forcément, ce sont les agents du service public qui se retrouvent à s'occuper de toutes ces personnes-là et c'est trop lourd. Donc là, la seule chose qui a été dite, c'était qu'il fallait qu'effectivement le secteur privé prenne un peu plus sa part. Mais là, pareil, quand je lui ai demandé quelle contrainte il allait mettre, il m'a dit qu'il n'était pas trop pour la contrainte. Mais c'est pas fini, parce que d'ailleurs, derrière, quelques jours après, le ministre, Monsieur Valtou, s'est invité à Toulouse. Et je te laisse là. Et oui, tout à fait. Par ailleurs, je rassure tout le monde, parce qu'apparemment il y a un petit problème de son sur YouTube, mais vu que ça marche très bien sur Instagram, dans tous les cas, rien ne sera perdu de ce qu'on dit là. Effectivement, vous avez eu un moment qui était un peu, on va dire, un peu folklorique, quoi. C'est qu'après l'état de crise et les différents drames qui ont touché le centre, le ministre est venu en urgence. Il a donc dit, il y a une situation qui est inacceptable, tant mieux, heureusement. Donc il est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors bon, nous on a reçu l'information la veille au soir, nous disant vers 23h peut-être qu'il vient. Et le lendemain matin, vers 10h du matin, on nous dit il sera là dans le département aujourd'hui, mais on ne sait pas où ni quand. Et à midi, ils nous disent rendez-vous dans 2 heures à l'hôpital. Donc pour vous dire un peu le sens de l'improvisation un petit peu étonnant du ministère de la Santé publique. Une fois que ce point-là a été fait, bon ben on s'est arrangé, on était là, évidemment, enfin, on a tout laissé tomber, on est venu au jour et à l'heure dite, en dernière minute. Donc on a été mis en randonnion pour l'attendre. C'est comme ça que ça marche, hein, pour faire pardon, on appelle ça protocole, une haie d'accueil. Bon bref, t'es en randonnion, on l'a attendu, il y avait aussi Monique Ibora qui était là, bon, il fallait bien quelqu'un pour comploter avec le ministère. Et donc on l'a attendu, il est arrivé, on l'a salué, et là on a découvert quand même un truc un petit peu étonnant, c'est qu'il y avait 2 réunions de prévues. Alors on se dit pourquoi 2 réunions? Est-ce que peut-être la salle n'est pas assez grande, il faut faire 2 énormes réunions? Mais non, les gens étaient habilement triés d'une réunion à l'autre, puisque la première réunion c'était qu'avec des cadres. D'ailleurs, tu as fait la remarque dans la discussion. Première réunion qu'avec des cadres. Là, on a parlé maquette organisationnelle, on a parlé coordination, des moyens entre des unités, agiles et souples, enfin bon, toutes ces conneries. Et il y avait une seconde réunion prévue après, avec des personnels, notamment des syndicalistes, pas que. Où là, il a été obligé de parler des vrais sujets, c'est-à-dire le temps de travail, les conditions d'exercice, les exigences des personnes pour pouvoir bosser, les réouvertures des secteurs, le manque d'équipe, etc., etc. Donc, on a fait les 2 réunions, évidemment, même si ils auraient bien aimé qu'on ne fasse pas la deuxième. Heureusement, on a réussi à trouver le chemin nous-mêmes, on connaît un peu les lieux, on y est arrivé. Et donc, été invité par les syndicats. Bon, alors les syndicats nous ont montré, nous ont invités, mais on a quand même réussi au début à trouver notre chemin, parce que sinon, franchement, on aurait eu du mal. Parce que ces syndicats nous ont invités, mais vous voyez les lieux, c'est immense. Donc en fait, une fois que vous avez l'équipe officielle qui essaie de vous larguer, pour réussir à arriver en même temps qu'eux, c'est un peu compliqué. Donc ça a été un moment un petit peu complexe. Et on a eu ces 2 réunions. Alors peut-être que c'est le moment de dire un peu ce qu'on a pensé. Parce que je pense qu'on a été... Enfin bon, moi j'ai eu un peu 2 gros sentiments. Comme ça tu dis les tiens. D'abord, je me suis dit, c'est quand même beaucoup de déplacements pour un type qui vient les mains vides et les poches vides. Parce que c'est quand même pas acceptable de venir dans une situation de crise comme ça et de pas avoir un peu d'argent sur la table, quoi. De pas pouvoir dire aux gens, oui, on va ouvrir un poste, oui, on va mettre de l'argent sur la table, oui, on va donner des moyens. Quand vous avez un drame comme ça interpelle quand même la personne humaine et la question matérielle et de dotation, on ne peut pas passer à côté. Deuxièmement, moi ce qui m'a frappé, c'est aussi la capacité qu'ont eu certains cadres dirigeants de mettre la faute sur les soignants, en disant tous les problèmes que vous rencontrez ici sont de la responsabilité exclusive des soignantes et des soignants.
Dire ce truc-là, c'est pas acceptable. Vous pouvez pas dire à des gens qui souffrent, qui font des heures sup non payées, qui donnent tout, qui n'ont pas de moyens pour bosser, vous pouvez pas leur dire en même temps, eh ben si, vous allez devoir subir l'opprobre public parce qu'on vous a pas donné les moyens de bosser. Bon, ça, je pense que ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai eu en voyant tout ça. C'est qu'ils tentaient d'individualiser le problème, de dire c'est un problème, un épiphénomène, c'est la faute de celles et ceux qui travaillent pas bien, merci, et les moyens ne seront pas amenés. Je sais pas comment toi tu l'as vécu le moment, parce que moi, c'est pas évident. En fait, je trouve que c'est insidieux la façon dont c'est dit. C'est-à-dire que typiquement, quand on posait la question des moyens, parce que c'est quand même bien celle-là qui se pose, on nous répondait organisation. Enfin, c'est toujours la même chose, en fait. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'une question de moyens, madame la députée, hein, si vous mettez des moyens sur un truc qui ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera pas plus. Enfin, vous voyez le genre de discours. Donc il a raison, Adrien, à mon sens, en tout cas, ils essaient de retourner la faute, alors qu'encore une fois, les soignants alertent depuis des lustres sur le manque de moyens, sur le fait qu'ils sont en souffrance, qu'ils n'ont pas les moyens de travailler comme ils voudraient, comme ils devraient. Et l'autre chose aussi, justement, ça rejoint ça, c'est quand, encore une fois, quand on demande quels moyens vont être mis sur la table, il y a quand même le directeur du CHU, donc du centre hospitalier, qui a réussi à conclure la réunion en disant, de toute façon, la maquette organisationnelle de l'hôpital ne justifie pas qu'il y ait de nouveaux moyens. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc. On est là face à une souffrance humaine absolument phénoménale, une situation catastrophique. Je veux dire, on n'en arrive pas là par hasard. C'est même pire, non? Attends, est-ce qu'il n'a pas même dit, la maquette, c'est pas juste qu'elle justifie pas, c'est qu'elle montre qu'il n'y a pas besoin d'eux. Oui, c'est même pas juste elle justifie. Non, mais c'est une dinguerie. C'est même pas juste elle justifie pas. C'est la maquette, si vous la regardez, elle vous montre que ça marche pas. Bon, vous voyez le truc, quoi. Vous vous rendez compte? Donc d'un côté, on parle souffrance humaine, soin, hein, parce que la psychiatrie, c'est du soin, c'est du temps humain avant tout. Et en face, on vous répond maquette organisationnelle, tableau Excel. Ben, moi, je comprends pas. Dans mon tableau, j'ai les bons chiffres. Il n'y a pas de raison, quoi. Et en plus de ça, il faut savoir qu'il y avait une enquête un rapport de la Cour des comptes qui montrait que justement, la mise en place de ces maquettes organisationnelles, c'était une façon de supprimer des postes, tout simplement, de justifier des suppressions de postes. Donc en fait, on en revient toujours à la même chose, c'est qu'il s'agit de gérer les postes, ces fameuses ressources humaines, en dehors en fait de tout raisonnement, encore une fois, humain, médical. On n'écoute pas les soignants qui disent de quoi ils ont besoin, y compris les médecins aussi étaient là. Oui, moi je me souviens, la directrice des urgences psy, je crois qu'à un moment donné, a eu quand même ces mots terribles. Elle a dit, le matin j'arrive, j'ai l'impression d'être dans un camp de réfugiés. Tellement, il y a des brancards partout, des gens qui attendent partout, enfin c'est n'importe quoi, absolument n'importe quoi. Et non, on n'en arrive pas là juste parce que c'est un problème d'organisation des soignants, bien sûr qu'il y a un manque de moyens chronique et dramatique, quoi. Et je pense que ce manque de moyens, bon, non seulement on l'a vu là, mais en fait c'est un peu ce qu'on a vu dans les réponses qui ont été apportées. Parce qu'en gros, il y a eu deux grands types enfin il y a eu deux résultats de la journée, je pense. Ouais. Il y en a eu un. La mise en place d'un comité de suivi. Et ils annoncent qu'une fois par semaine, il y a une réunion qui a lieu. Ça avait lieu, c'était lundi dernier, c'est lundi prochain. Il y a une réunion chaque semaine où les parties prenantes, alors vous avez des représentants du personnel, soignants, médecins, administration de l'hôpital, l'Agence régionale de santé, l'ARS, des élus, tout ce monde-là fait un point sur l'avancement. Comment on a réouvert des lits, comment est-ce qu'on a réussi à trouver des postes, etc. Bon, ça c'est un truc. Pourquoi pas, franchement, tant mieux qu'il y ait au moins une équipe de gens qui se concentrent uniquement sur résoudre le problème. Nonobstant quand même qu'au début, petite fourberie, le ministre a essayé de s'en abstraire. Parce que la première réunion qu'on a eue avec les cadres, il disait on va créer une réunion. Donc là, je crois que c'est moi qui ai posé la question là-dessus, qui lui a dit moi je veux bien une réunion, mais enfin, qui de votre cabinet sera dans la réunion? Ah, mais on n'aura pas quelqu'un du cabinet, ayez confiance dans monsieur machin qui représentera madame Bidule. Bon, super, non. S'il y a une réunion, que le ministre se saisit du problème, il faut quelqu'un qui fasse remonter directement au ministre les soucis. Point. On veut une responsabilité, une antenne ministérielle dedans. Bon, ça c'est bon, il y a quelqu'un qui suit pour son cabinet. Et le deuxième point d'appui, qui est peut-être quand même un vrai truc dont on peut se féliciter, c'est le petit tour de vis, même si c'est pas assez, sur les cliniques privées. Tout à fait. Parce qu'on a un pépin. On a un pépin, c'est que les cliniques privées, pour beaucoup d'entre elles, pas toutes, c'est comme partout, il y a des gens qui essayent de bosser au mieux qu'ils peuvent dans l'organisation qu'ils ont. Il y a des cliniques privées, malheureusement, où l'organisation du travail fait qu'ils accueillent très peu de patientes et de patients par rapport à leurs moyens. C'est-à-dire, en fait, ils concentrent des moyens. La Haute-Garonne est spécifique là-dessus. Il y a beaucoup de lits. C'est 3/4 dans le privé? C'est ce que je disais, 300 à 400 lits publics pour 1100 privés. C'est ça. Ouais, Voilà. Donc, vous voyez un peu le rapport de force entre 2 tiers et 3/4 dans le privé. C'est inédit en France. Ouais. C'est le seul endroit. Et donc,
on a réussi à obtenir quand même du ministre qui tape du poing sur la table pour exiger qu'elles prennent leur part. Après, qu'est-ce que ça veut dire prendre sa part? Là actuellement, sur le dernier Oui. comité de suivi, effectivement, le directeur de l'agence régionale de santé a été assez ferme en disant que c'était lui en fait qui donnait les autorisations aux cliniques et que donc en gros si elles jouaient pas le jeu, il les leur donnerait pas. Donc c'était quand même là pour le coup ils ont un peu plus montré les dents, j'ai envie de dire. Et il y a effectivement une clinique là qui est en train de s'engager notamment à prendre plus de patients. Mais effectivement c'est une nécessité parce que c'est une des raisons. Il y a à mon sens il y a deux raisons à l'engorgement deux raisons majeures, l'engorgement des urgences psychiatriques à Toulouse, c'est que d'une part, il y a le problème de ce qu'on appelle l'amont, c'est-à-dire ce qui se passe avant. C'est-à-dire que en fait, les gens quand ils veulent prendre un rendez-vous dans ce qu'on appelle un centre médico-psychologique, pour un premier rendez-vous, c'est là où après vous êtes éventuellement orienté vers un hôpital s'il y a besoin ou un suivi en ambulatoire, etc. Mais en fait là, actuellement, En ils sont ambulatoire, tellement... t'as expliqué parce que c'est pas évident. C'est-à-dire que c'est du suivi avec des rendez-vous ponctuels, vous n'êtes pas hospitalisé, quoi. Et du coup, là, si vous voulez prendre un rendez-vous en Haute-Garonne dans un CMP, un centre médico-psychologique, vous en avez pour 6 mois minimum d'attente, voire 1 an. Donc vous imaginez bien que si vous allez mal, si vous êtes en crise, sur ces 6 mois, 1 an, vous avez largement le temps d'aller beaucoup plus mal, de décompenser et peut-être malheureusement d'atterrir aux urgences psychiatriques un jour où vous faites une crise. Donc ça, c'est le premier problème. Et le deuxième, c'est que derrière, justement, comme tu le disais très justement, comme les cliniques privées ne prennent pas leur part ou choisissent qui elles veulent bien prendre, eh bien en fait, il y a un engorgement aux urgences, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où soigner ces gens en fait après de manière durable. Donc ils restent coincés aux urgences. C'est comme ça donc il y a des gens qui passent des jours et donc par exemple même sur des brancards comme je l'expliquais tout à l'heure. Bah oui. Et puis moi un truc auquel je pense qu'il faut faire toujours attention, c'est les indicateurs. Vous savez qu'ils aiment bien faire ça en général. Ils vous disent s'il y a un problème, la solution ça va être trouver le bon indicateur pour réorienter la manière dont les gens travaillent. Et en fait, on a vu un peu le piège, parce que dès la première réunion, ils ont dit, le souci des cliniques privées, c'est qu'elles ne font pas leur part dans les gens accueillis. Mais en fait, le problème n'est pas tellement là uniquement. Le problème, c'est qu'elles accueillent des gens, mais qu'elles les gardent beaucoup moins longtemps. Donc en fait, les gens partent, et dès qu'ils ont un souci, ou s'ils ne sont pas au bout du traitement, ou s'ils retombent, etc., et ben là, ils vont aux urgences publiques. En fait, le souci, c'est pas juste que les cliniques privées accueillent des gens qui arrivent, c'est qu'elles les gardent un certain temps. Pour moi, il est là, en fait, le nerf de la guerre. Et du coup, on passe aussi à côté de l'affaire, de la manière dont on peut résoudre la crise du système de santé si on fait ça. Bon, et puis par ailleurs, ce qu'on voit là, c'est un sujet national. Exactement. Ce qui se passe à Toulouse, de toute façon, se passe partout ailleurs. On a juste effectivement cette spécificité en Haute-Garonne qu'on expliquait à l'instant entre le déséquilibre avec le secteur privé qui joue sa part du coup dans la situation dramatique qu'on connaît là. Mais partout en France, de toute façon, notamment la psychiatrie publique, c'est une catastrophe. Pour les mêmes raisons. Les manques de moyens. Partout en France, les CMP sont saturés, les gens n'ont pas de rendez-vous, atterrissent aux urgences, etc., etc. Et avec partout des maquettes organisationnelles qui organisent de manière théorique les soins au plus serré. Toujours pareil, on cherche à faire des économies sur la santé. C'est le problème de fond. Et d'ailleurs, on continue, puisque Bruno Le Maire a encore annoncé qu'on serrait la vis. Combien en moins pour ces 70 millions, je crois, pour la santé? Je crois que c'est 70 millions pour la santé. Après, le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement, parce Non, que vous avez vu que Bruno Le Maire, en gros, il nous prend les trucs mission budgétaire par mission budgétaire. En gros, il y a une mission santé, une mission travail, une mission emploi, gna gna gna. Et à chaque fois, il dit on coupe. Sauf qu'on ne sait pas trop bien ce qu'ils vont couper. En réalité, moi, je vais vous dire, ce qu'ils vont couper, c'est là où les gens ne résistent pas. C'est ça qu'ils vont dire. Ils font l'annonce, ils vont voir partout où ça bouge, ils vont se dire, oulala, ceux-là, on coupe pas. Et ceux qui auront le malheur de bouger moins que celui d'à côté, pas parce qu'ils sont moins énergiques ou moins attentifs à leur boulot, parce qu'ils sont peut-être plus individualisés dans leur poste, parce qu'ils connaissent moins leurs collègues, parce qu'il y a plus de turnover. Enfin bref, tout ça, ça affaiblit les capacités à se battre. Tous ceux qui bougent moins et se battent moins, c'est eux qui veulent couper. C'est simple. Après, il faut comprendre aussi qu'on est arrivé à un point d'une telle difficulté, d'une situation tellement dramatique pour les soignants et leurs patients du coup, que par exemple à ce moment à Toulouse, les urgences psychiatriques ne fonctionnent pas parce qu'en fait les personnels sont aux 2/3 en arrêt maladie du fait de ce qui s'est passé, la succession de drames. Enfin c'est pas neutre. Enfin, quand vous êtes soignant, que vous vivez ça, c'est évidemment extrêmement difficile et sur un contexte où ils étaient déjà à bout depuis longtemps, je le disais. Donc en fait on est arrivé, ils ont tellement attendu en fait à réagir. Moi c'est ça qui me met en colère. C'est que vous vous rendez compte la succession de drames qu'il a fallu
pour que enfin les autorités se bougent, quoi. À commencer donc par l'agence régionale de santé et derrière enfin le ministre. Mais enfin comment ça se fait qu'on est obligé d'en arriver là? Comme je disais tout à l'heure, il y a bientôt 2 ans, quand on a été élu, c'était déjà le cas. Il y avait déjà des gens qui attendaient sur des brancards aux urgences psychiatriques. Quand j'ai vu le directeur de l'agence régionale de santé parler de crise, mais non, c'est pas une crise. Ça fait un moment que ça dure en réalité. Là, on arrive au paroxysme de la crise, mais bon, voilà, ce qui est terrible, c'est qu'on arrive vraiment à un moment où c'est déjà extrêmement difficile, et de fait, là, même les mesures annoncées par le ministre, elles sont difficiles à mettre en place. Par exemple, un des trucs qu'ils ont dit, c'est qu'il n'y aura plus d'hospitalisation justement dans les urgences psychiatriques. Sauf que là, actuellement, le service ne peut pas fonctionner parce que, encore une fois, le personnel a été poussé à bout. Et ça pose la question pour la suite, d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, de l'attractivité du métier. Et ça, il n'y a toujours pas de réponse. On a posé, toi et moi, la question, il n'y a pas de réponse. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Là, il faut revaloriser ces métiers. Vous souvenez-vous, c'est ceux qu'on a applaudis aux fenêtres pendant la période Covid, période pendant laquelle ils s'étaient débrouillés tout seuls pour s'organiser et ils avaient réussi à faire tourner tout le système. Et là, quand on les entend pas, on n'écoute pas leurs demandes quand ils demandent, je sais pas moi, des primes, quand ils demandent des conseils, des conditions de travail meilleures d'une manière générale, d'être plus nombreux, d'avoir des congés mieux gérés, etc. On les écoute pas. Donc tant que ça c'est pas fait, je vois pas comment ils vont faire. Parce que, d'ailleurs, je précise, à Toulouse, il y a aussi l'hôpital Marchand, qui est un hôpital psychiatrique public. Et là aussi, il y a, je sais plus combien de, je crois que c'est 15 lits, j'espère que je ne dis pas de bêtises, qui sont fermés en ce moment. Mais c'est pas, c'est faute de personnel justement, y compris de médecins, parce qu'ils n'arrivent pas à embaucher. Pourquoi? Toujours pareil, les conditions de travail sont trop difficiles et les gens n'ont plus envie de rester, de travailler dans ces conditions-là. Et on a une question, parce que je trouve qu'elle fait un peu écho à ce que tu dis à l'instant. On a la question qui est, comme s'il y avait, enfin, dans ce qu'on explique, comme s'il y avait une volonté de faire bugger le public pour que ce soit repris par le privé, exactement comme en Angleterre. Alors, par ailleurs, juste, c'est important, la question, elle a deux éléments qui sont fondamentaux. Le premier, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'en Angleterre, c'est pas le privé. En Angleterre, il y a ce qu'on appelle le NHS, c'est un système public, 100% public, mais qui en fait est organisé de manière à ce que rien ne soit accessible. Vous n'avez pas de frais quasiment, tout est public, mais vous n'avez jamais de rendez-vous. Vous avez le temps de mourir 3 fois avant de voir quelqu'un public. Donc, il y a cette logique au Royaume-Uni qui a conduit, avec un système public universel, gratuit, en fait, à le paupériser et à aller totalement liquider en fait le sens même de la santé publique, et donc conduire les gens à se regrouper entre eux sous des formes mutualistes, lucratives, privées, etc., etc. Et dans le cas français, moi je pense que oui. Enfin, j'ai pas un exemple là qui me vient en tête, faudrait peut-être voir, parce que vous avez vu notre collègue Damien Maudet, il est premier signataire d'une demande de commission d'enquête sur les urgences psy. Donc, non, lui, sur les urgences. Urgences partout, mais il y a psy dedans aussi, non? Je crois qu'il a tout, lui. Que c'est sur l'ensemble des urgences. Bon, de toute façon, ça se rejoint de toute manière. D'ailleurs, ça se rejoint, parce qu'il y a déjà des gens qui sont renvoyés de l'un à l'autre. Mais il me semblait qu'il avait tout, qu'il avait aussi ce volet-là. Bon, peut-être pas. On vérifiera. Ça m'apprendra à lire trop vite, peut-être. Mais oui, je pense carrément qu'il y a un objectif qui est, depuis quelques décennies, qui consiste à affaiblir le public pour reporter vers le privé. Bon, pourquoi? En fait, c'est un peu la question qu'on peut se poser. Pourquoi? Bon, la première raison, parce qu'il y a des actionnaires qui ont investi quelque chose. Vous avez peut-être vu, il y a quelques mois, il y avait l'offre là, même d'abonnement pour avoir des rendez-vous chez un médecin généraliste. C'était Ramsay, c'était lequel? C'était Ramsay, je crois, qui faisait cette offre-là. C'est pas Ramsay. Il y avait une boîte privée, une multinationale, qui proposait une offre comme ça, vous vous abonnez pour avoir accès à un médecin. Bon, le but, c'est pas de soigner les gens. Le but, c'est de faire en sorte qu'on utilise de l'argent privé pour qu'il soit rentable. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier qu'un patient, une patiente, c'est aussi quelqu'un qui consomme des médicaments. Et que dans un moment où il y a des franchises médicales, bien sûr, mais surtout, qu'est-ce qu'on finance avec les franchises médicales? Vous savez, ce qui s'applique à partir de fin mars, on vous renchérit le prix de la boîte de médicaments. Cet argent-là, il sert à financer l'augmentation des profits autorisés sur les médicaments remboursés. Parce que c'est réglementé, vous n'avez pas le droit en France de faire un bénéfice de 10 milliards sur un médicament d'utilité publique. Il y a une réglementation. Mais elle est votée tous les ans. L'année dernière, paf, ils ont filé 300 millions en plus à certains grands producteurs de médicaments. Donc c'est les deux trucs qui se jouent. Des actionnaires qui veulent investir leur argent sur un truc qui est rentable et où les gens ne peuvent pas se passer. Il n'y a pas grand monde qui se dit, tiens, si je tombais malade pour économiser de l'argent, lorsqu'on peut, on essaie de soigner, et surtout soigner les proches en fait. Parce que c'est ça qui importe, c'est soigner les gamins, soigner les parents, etc. Et deuxièmement, c'est avoir un réceptacle de gens solvables qui ont de l'argent, qui peuvent dépenser parfois de l'argent, et c'est notamment dans le privé,
pour acheter des traitements, des médicaments, tester des trucs, etc. Et donc c'est ça en fait qui joue, c'est cet enrichissement et le fait que la santé devient une marchandise comme une autre, donc qui met en péril la personne qui n'a pas forcément l'argent pour être soignée, et qui met en péril en fait l'ensemble de la santé publique, dès lors qu'elle accueille que les pauvres, et que ceux qui ont des moyens financiers en fait partent dans des cliniques privées. Non, mais c'est ça. Et c'est pour ça qu'on en revient. En fait, de toute façon, c'est la politique globale de paupérisation des services publics, d'une manière générale. Bon, on le voit l'œuvre partout, hein, on voit l'éducation nationale en ce moment aussi. Enfin bon, bref. Mais là, c'est pareil, et c'est un truc au long cours, et ça a des conséquences directes. Tout à l'heure, je parlais des CMP, là, les centres médico-psychologiques. Le premier endroit où vous pouvez prendre donc rendez-vous, c'est des équipes pluridisciplinaires qui peuvent vous orienter derrière. C'est-à-dire qu'il y a aussi des travailleurs sociaux, il y a aussi des médecins, des infirmiers. Enfin bref, c'est complet en fait, sauf que encore une fois, l'offre est devenue beaucoup trop faible. Pour vous donner une idée, en fait, ça c'est un système qui a été mis en place dans les années 60. On appelle ça en fait des secteurs. La psychiatrie, ça marche par secteur. Juste, c'est des secteurs géographiques. En fait, par secteur géographique, c'est organisé autour donc d'un CMP, comme ça, un centre qui vous reçoit pour la première consultation et ensuite qui vous oriente. Je détaille pas plus, mais à l'époque, c'est clair, hein, franchement. Dans les années 60, quand ça a été créé, et notamment, alors je crois que j'ai le chiffre pour les années 70, en Haute-Garonne, un secteur couvrait à peu près, je crois, 70 000 personnes. C'était 70 000 habitants. Aujourd'hui, c'est 150 à 200 000. Le double, même le triple parfois. Donc là, vous comprenez tout de suite que forcément, les moyens ne sont pas en regard de l'évolution de la population. Et d'ailleurs, à la suite des assises de la santé mentale, c'était en 2021, on avait eu une grande annonce. Ouais, il va y avoir 800 emplois créés dans les CMP, les centres médico-psychologiques. Bon, en fait, sauf qu'il y en a 1800 en France, des centres comme ça. Donc ça veut dire qu'ils créaient, je sais même pas si ça a été fait d'ailleurs au final, mais ils annonçaient en tout cas un demi-poste par CMP. Bon, enfin, vous voyez bien que c'est absolument ridicule, alors que c'est là qu'il faudrait mettre les moyens. Et je termine juste là-dessus. Quand on discute avec les psychiatres, avec les soignants, ils nous expliquent que bien souvent, en fait, pour obtenir des moyens, en fait, il faut qu'ils remplissent des appels à projets. Vous savez, c'est la logique capitaliste. La Startup Nation, c'est toujours la même chose. Donc, il faut qu'ils proposent des projets innovants. Hein, donc, du coup, pour obtenir des moyens pour soigner les gens. Mais en fait, du coup, donc, des fois, c'est des trucs très intéressants. Hein, ils le disent d'ailleurs, mais sauf que c'est pas pérenne, que ça leur demande un temps fou déjà à monter le projet, à faire la paperasse, et à attendre pour peut-être avoir des moyens. Alors qu'en fait, ce qu'il faudrait renflouer en premier lieu, c'est l'existant, c'est par exemple ces CMP, enfin bon, c'est toute la psychiatrie publique d'une manière générale. Et puis là, on voit quand même toute la contradiction, la bêtise en fait du néolibéralisme contemporain, où en fait les gens, sur le temps de travail, ils doivent passer des heures à remplir des documents justifiant qu'ils ont besoin de choses pour travailler. Par ailleurs, là on en parle dans le système de la santé publique, mais vous allez dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche, moi c'est mon boulot, je connais ça. Le truc où tu as un contrat d'1 an, en fait sur tes 1 an, tu passes 3 mois à remplir des appels d'offres pour trouver de l'argent pour continuer à travailler. Là, c'est pareil. Vous avez des gens qui bossent, ils savent faire, ils savent très bien ce qu'il faut faire. Ils ont une idée précise de comment il faut accueillir les patientes, les patients, les orienter, les soigner. Simplement, une partie de leur temps est consacrée à trouver l'argent pour pouvoir faire ce qu'ils savent devoir faire. Ça, c'est complètement dingue. Et en plus, ça fait écho. D'ailleurs, toi, tu es une histoire familiale là-dessus, je crois. Parce que ça fait écho à ce que nous a dit quelqu'un à la fin de la réunion qui nous disait au moment du Covid, on était très libre, paradoxalement. Parce qu'on n'avait pas sur le dos les managers, les fichiers Excel, le reporting, on ne devait pas remplir des documents pour justifier ce qu'on avait fait et des documents pour obtenir de l'argent pour continuer à le faire. Et donc en fait on gagnait du temps, on avait des heures de libre, on avait déjà des bureaucrates sur le dos qui n'étaient pas là, on avait des heures de libre, donc on passait plus de temps avec les patientes et les patients. C'est assez paradoxal, on se dit dans la pire crise sanitaire contemporaine, les gens, les soignantes et soignants ici, alors c'est pas le cas partout, il y a des endroits où c'était terrible, mais là, il disait le simple fait de l'avoir retiré la bureaucratie, leur a permis d'avoir un meilleur accompagnement des patientes et des patients. Et c'est complètement fou. Oui, et puis ils ont trouvé les solutions tout seuls. Oui, du coup, tu faisais référence à mon frère. Et attendez, petit point famille, quand même. Attendez, j'ai les doses. Mon frère est médecin en Limousin, donc en ruralité. Et donc justement, comme d'autres collègues partout sur le territoire, en fait, au moment du Covid, il a dû s'organiser tout seul pour pas tout seul justement, avec le maire, avec les infirmiers et infirmières libérales du coin, pour justement permettre d'accueillir les gens, donc pour tout ce qui était vaccins, soins autour du Covid, les tests Covid, etc., etc. Et là, ils ont été complètement abandonnés à ce moment-là par les agences régionales de santé qui étaient paumées, qui savaient pas comment il fallait faire. Les soignants partout sur le territoire se sont organisés eux, en fait, et ils ont mis des choses en place jusqu'au moment où les autorités publiques sont revenues dans le jeu pour dire attendez, en fait, il faut faire comme ci comme ça et leur casser les systèmes qu'ils avaient mis en place, leur compliquer la vie au possible avec des paperasses au taquet, etc. Exactement ce que tu disais. Bref, et
Et à ce moment-là, du coup, il avait avec un collègue à lui qui est praticien hospitalier, lui, à Lyon, et qui lui aussi avait constaté la même chose, quoi. Les services qui se mettaient en branle pour s'organiser et qui s'en sortaient dans les conditions, vous vous souvenez, quand même, ils n'avaient pas de masque, ils n'avaient pas de bouche, c'était n'importe quoi. Bon, ils avaient réussi à mettre tout ça ensemble et du coup, ils avaient fait signer ils avaient monté une pétition qui s'appelait Soignons ensemble, où l'idée justement c'était de repenser la gouvernance en fait de la santé à partir de ça, les soignants qui savent faire, les familles des usagers et les pouvoirs publics, mais du coup à petite échelle, et de pouvoir ensemble s'organiser et au final, et voilà, c'est ce que tu disais, finalement ils avaient plus de temps pour soigner, pour faire les choses comme il fallait, quoi. Et donc c'est parti aussi de leur demande, quoi. Il y avait ce que tu disais, réouvrir des secteurs pour être adapté en termes de capacité par rapport à la population. Il y avait les moyens, les dotations. Il y avait la capacité à avoir des plannings rationnels. C'est tout bête, mais en fait savoir. Mais oui. Ils savent comment faire le travail. Il y en a marre qu'il y ait quelqu'un qui débarque leur dire vous avez passé 14 minutes au lieu de 12 au moment de l'inter-équipe, quand deux équipes se relaient. Ben oui, mais en fait quand tu perds 2 minutes, tu as une information que tu dis pas parce que c'est parfois un signal faible. Il y a un truc auquel tu as pensé, si c'était un peu le temps, tu l'expliques à ton équipe, tu dis j'ai vu c'est que cette personne elle avait ça, peut-être que ça veut pas dire grand chose, mais c'est peut-être un symptôme de... Bon, tu as le temps de parler et d'être sûr que tout le monde ait l'information correcte pour traiter mieux les gens derrière. Donc c'est jamais une perte de temps en fait, que des équipes de professionnels se parlent et travaillent ensemble. Et après, ils ont aussi la revendication d'avoir 2 unités spécifiques. Ça rejoint ce que tu disais avant, tu disais il y avait le problème du médico-social, donc c'est une de leurs demandes. Les soignants et soignantes, ils disent on veut une équipe médico-sociale qui soit là-dessus uniquement, parce qu'en fait c'est là aussi un temps énorme qui sinon est absorbé. Donc souvent il vaut mieux avoir des gens qui font une tâche, qui savent faire, qu'ils ont envie de faire, ils pensent qu'elle est efficace, plutôt que d'avoir une tâche qui est distribuée à tout le monde et donc à personne. C'est un peu le problème aussi en l'état. Et par ailleurs, c'est pareil pour aussi une unité de recours spécialisée. C'est un peu la deuxième revendication. Ils veulent 2 unités nouvelles qui soient ouvertes. Et il y a une question qui est pas très loin de ça, qui est celle sur les conditions que vous nous posez. Vous dites a priori on a revalorisé les salaires, non? Spoiler, non. Non. Alors, il y a eu des légères hausses, mais c'est par ailleurs beaucoup de primes. Donc ça compte pas pour les retraites. Et puis vu que de toute façon les retraites, bon bref. Bon, j'ai ça de côté. Donc on a revalorisé les salaires, mais qu'en est-il de la capacité d'accueil? On tue les lits, on se plaint de pas en avoir assez. Quelle capacité on doit avoir en routine? Là aussi c'est un sujet important. C'est un sujet important parce que un des arguments qu'on a eu, c'est en gros, regardez à l'échelle de la Haute-Garonne, le nombre de lits qui existent, rapportez-les aux besoins des gens, et en fait ça match. Et donc le problème serait juste que les gens se coordonnent pas assez. Finalement, c'est une manière de dire que c'est la faute des soignants, qu'ils connaissent pas le lit ouvert au bout du département. Bon, sauf qu'il y a 2 problèmes à ça. D'abord, ça n'existe pas un service qui est optimal où on occupe 100% des places, parce que ça veut dire que le moment où vous avez une crise, vous êtes mort. Donc heureusement qu'il y a toujours un peu de lit vacant par-ci par-là pour pouvoir absorber un pic, parce que les gens ne tombent pas malades tout le temps, partout de manière régulière. Donc c'est pas vrai que ça se règle uniquement en ayant autant de lits que de personnes. Deuxièmement, c'est également un peu dangereux ce type de raisonnement, parce que les soignantes et les soignants le savent. Ils savent qu'il y a un nombre de lits limité, et donc ça conduit aussi à ce que des gens ne soient pas envoyés en fait. Pas par les soignants, mais par les personnes qui les ont accompagnés, assistantes sociaux, EduxP. Ça conduit à ce que des gens ne soient pas envoyés à temps, parce qu'on sait qu'on manque de lits. Le simple fait d'avoir plus de lits disponibles, ça conduit à prendre en charge des gens auparavant qu'on n'aurait pas adressés sinon, aux soignantes et aux soignants. Donc, il y a un danger à avoir ces logiques gestionnaires on compte le nombre de gens, mais on ouvre le nombre de lits pile poil. Non, il faut plus de lits que de gens. Exactement. Et pour donner une idée quand même, entre 1970 et 2020, on a perdu 70 000 lits en psychiatrie publique. Donc c'est quand même énorme. Et par ailleurs, tu as raison, c'est parce que c'est pas juste compter des lits. Bien sûr que c'est important, bien sûr que là on manque des lits, c'est une évidence. Bien sûr. Mais pour moi, il y a vraiment aussi, notamment pour la santé mentale, la question du temps. Ce que je disais tout à l'heure, ça rejoint ce que tu viens de dire à l'instant. C'est-à-dire que les soignants, ils ont besoin de temps pour être avec les gens et ils peuvent pas prévoir. C'est-à-dire qu'un patient qui fait une crise, ils peuvent pas le savoir. Ils peuvent pas se dire à 10 heures, il faut que je sois disponible parce que monsieur X va faire une crise. Non, ça se passe pas comme ça. Il faut pouvoir agir à ce moment-là. Il faut pouvoir prendre le temps avec lui ou elle. Et ça rentre pas dans leur case en fait. C'est ça qui me rend folle dans cette histoire. Oui. C'est qu'ils voudraient timer les choses. Donc c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ça prend tant de temps, ça prend tant de temps. Mais en fait, ils peuvent pas savoir. Et
je vous donne juste un témoignage qui, moi, m'a ému. Une soignante qui racontait un moment, justement, un patient qui arrive aux urgences en crise complète. Donc là, elle va avec lui, elle discute avec lui pendant, je sais pas, genre 1 heure et demie, enfin, elle prend le temps, voilà, elle arrive à le calmer, et donc, voilà, bon, elle repart sur d'autres tâches. Et puis, à un moment donné, en fait, il y a une alerte parce que ce monsieur est en crise, il est devenu violent. En fait, il s'apprête à s'attaquer aux gens, il a pris son pied de perfusion et il est menaçant en tout cas. Et là donc elle se précipite, elle va le voir et elle lui parle. Et elle lui dit bah tu vas pas me taper quand même. Et là il fait ah bah non. Hop, et elle repose son pied, la crise est finie. Vous vous rendez compte? Pourquoi? Parce que tout simplement, elle a pris le temps de discuter avec lui, que du coup il y a un lien qui s'est créé, un lien humain, un lien de confiance. La confiance, ça se fait pas en échangeant 3 paroles, il faut prendre le temps. Et là, notamment là, en psychiatrie, bien sûr qu'il faut prendre le temps de parler. Donc voilà, et ça, ces choses-là, ça rentre pas dans leur maquette, il faut de la souplesse. Et là, il y en a pas. C'est ce que tu dis, ils calculent tout au plus pressé, et en plus déjà en déficit de toute façon, de moyens. Oui, bien sûr. Et voilà le résultat. On peut pas soigner bien les gens dans ces conditions. Et puis en plus, c'est pas un truc, le juste à temps comme ça. Ouais. Enfin, disons, le fait d'imaginer que l'hôpital, c'est une usine d'automobile, c'est quand même un truc qui vient des cabinets de conseil à la base. Faut pas oublier que c'est pas une invention de soignante ou même de directeur d'hôpitaux. C'est pas des cadres à l'hôpital qui ont imaginé ça, c'est des cabinets de conseil qui ont voulu importer à l'hôpital des méthodes de travail, de management, notamment le lean management, qui viennent de l'industrie. Donc c'est l'idée finalement que le soignant, sur le patient, a le même rapport que l'ouvrier spécialisé sur sa pièce de travail. Et ça marche pas. Ça marche pas déjà parce que bon, votre pièce, vous avez votre convoyeur à bande comme ça. Si vous laissez votre pièce de métal dessus pendant 2 jours, bah c'est pas grave. Alors qu'un patient, vous le laissez 2 jours, bah, c'est pas possible. Donc la comparaison, elle s'arrête là. Et par ailleurs, une pièce, vous avez des gestes standards. Et c'est cette idée qu'on peut avoir des gestes standards, c'est-à-dire en fait qu'il y a une bonne manière de faire applicable à tout le monde. Ça marche pas. Déjà, ça marche pas sur l'ensemble des soins. Parce que c'est aussi une grande croyance parfois de dire en fait ce que fait parfois la Sécu malheureusement, les bureaucrates de la Sécu au niveau caisse locale qui disent bah les médecins, point, ils reçoivent quelqu'un, ils prescrivent, c'est fini. Ça marche pas comme ça. Soigner quelqu'un, c'est avoir une relation avec pour le mettre en confiance, même en dehors des soins psy, le mettre en confiance pour lui expliquer pourquoi il prend tel ou tel traitement, et c'est une condition aussi de l'efficacité de l'action publique, de la santé, parce que la personne va revenir en ayant confiance, parce que vous pouvez soigner quelqu'un une fois, si après il revient plus, vous y gagnez pas à terme. Donc cet enjeu-là, il est très important. Et c'est ces cabinets de conseil qui ont imaginé qu'on allait compter le temps de travail des soignantes et des soignants et attribuer à chaque tâche une durée. Et en fait, cette idée-là, c'est l'idée que chaque tâche est interchangeable. En fait, chaque patient a donc les mêmes besoins théoriquement. Exactement. Et que le patient qui n'a pas les mêmes besoins que l'autre est un problème. Donc en fait, tout le monde est un problème dans les urgences psy. Et donc finalement, vous dites si tout le monde est un problème, peut-être que le problème c'est celui qui a imaginé que tout le monde était un problème. En l'occurrence, le cabinet de conseil. Donc vous avez comme ça une bonne logique pour appeler votre copain qui bosse à McKinsey, si jamais vous en avez encore un, et l'engueuler. Et ça mène à la question suivante. Est-ce vrai qu'ils recrutent des managers du privé? L'hôpital a-t-il des indicateurs comme les indicateurs clients? Alors, je sais pas si toi t'en as vu. Alors, manager privé, alors ils les recrutent pas directement parce qu'ils viennent du privé. Après, les parcours sont ouverts, vous savez, c'est des concours administratifs dans l'hôpital, il y a des postes en contractuel, donc il y a des gens de tout horizon. Parfois c'est bien aussi, c'est venir des gens qui ont une expérience dans certains domaines, ça peut être vraiment utile à l'hôpital. Parfois oui, il y a des gens qui ont été managers dans le privé. Mais c'est pas eux qui ont ramené les indicateurs, c'est vraiment les politiques, sous influence des cabinets de conseil, qui ont mis en place ces indicateurs. Ça a démarré avec la LOLF, le truc organique pour les lois de finances. On a des indicateurs avec des cibles, des dépenses sur 1 an, etc. Et après, ça s'est approfondi avec la T2A, la tarification à l'acte, où en fait vous avez une somme qui vous est versée par acte, ce qui indique qu'en fait votre soin est pensé comme étant un ensemble d'actes qu'on peut couper, puisque chacun a une valeur propre, indépendante des autres, donc c'est un vrai problème aussi. Et maintenant vous avez des indicateurs ministère de la Santé, qui essaient de savoir combien d'entrées, combien de durée, combien d'utilisation des lits. Après, le souci c'est pas forcément l'indicateur lui-même. Finalement, mesurer un truc, on le fait tous. On évalue des trucs. Là, on est en train de se dire, ça fait combien de temps qu'on y est. On se demande, est-ce que la lumière est bonne. Vous voyez, on évalue une situation, c'est normal. Le sujet, c'est, qu'est-ce que vous faites de l'évaluation? Est-ce que vous évaluez pour vous dire, qu'est-ce qui marche pas? Ou est-ce que vous évaluez pour vous dire, est-ce que on pourrait baisser les moyens et garder le même objectif? Vous voyez? Et ça, c'est pas du tout la même chose, en fait. C'est des logiques d'évaluation totalement différentes. L'évaluation libérale, on a un but, tout ce qui est au-dessus ou ce qui est en trop, dégage. Vous avez l'évaluation un peu ordinaire, standard, du salarié qui se dit, j'avais une mission aujourd'hui, je me la fixe, est-ce que j'ai réussi à le faire? Et ça n'a rien à voir, ces deux logiques-là.
Malheureusement, on est plutôt dans la deuxième. Et on a une question aussi sur l'ensemble des services publics. Quelqu'un qui nous dit, c'est exactement en lien avec l'EducNat, Éducation nationale. Oui, tout à fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est la même logique, quoi. C'est exactement, hein, on prouve qu'un système est inefficace en le dépeçant de ses moyens. Comme tu dis, CQFD, effectivement, c'est effectivement totalement CQFD. Et il y en a aussi un ou une, je sais pas, je trouve pas le nom des personnes, je suis désolé, qui nous dit qu'il y a l'impact du numerus clausus. Bah, c'est vrai qu'on manque de médecins. Ah bah oui, on manque de médecins, mais c'est un tel manque d'anticipation toute cette histoire. Et là, pareil, c'était de toute façon aussi pour faire des économies, hein, qu'il y ait un peu moins de prescriptions médicales, ça, machin. Enfin bref, on a effectivement diminué le nombre de médecins, et sachant que les études de médecine, ça prend 10 ans. Ben forcément, si on n'anticipe pas, ben ça prend 10 ans pour retrouver des nouveaux médecins qui arrivent sur le marché du travail. Et ça a été absolument pas anticipé. Et le résultat des courses, c'est effectivement qu'on manque de médecins. Et aujourd'hui, on fait venir beaucoup de médecins étrangers. D'ailleurs, oui, les t'as des choses à dire là sur la on peut en parler. C'est intéressant aussi. Et ça aussi, oui, c'est une catastrophe. Ça n'a pas été pensé. J'arrive pas à croire que ça n'a pas été pensé. Ça a été pensé avec une logique comptable, comme d'habitude. Mais oui. Et le résultat, il est là. Parce qu'en gros, c'est ça. Années 70, vous avez, on va dire, certains très conservateurs dans le bloc des médecins. Pas tous, hein, il y a beaucoup de médecins qui étaient contre, mais les plus conservateurs s'allient avec la droite, en gros, en disant, bon, il commence à y avoir beaucoup de médecins, ça va coûter cher, il va y avoir beaucoup de médicaments prescrits aux gens. Alors, si les gens sont malades, j'ai envie de dire, bah oui, s'ils étaient en bonne santé, il n'y aurait pas besoin. Et par ailleurs, vous avez aussi certains de ces médecins conservateurs qui disent, par ailleurs, s'il y a beaucoup de médecins, ça va nous mettre tous en concurrence et le prix de la consulte pourrait baisser. C'est ça aussi qui inquiète certains dans ce petit noyau, pour le coup, un petit noyau réac, hein, qui était minoritaire chez les médecins. La plupart des médecins, ils veulent faire leur boulot, soigner les gens, les prendre en charge. Et ils s'allient pour dire, on va mettre un nombre limite de médecins par an qui arrivent pour soigner les gens. Sauf que bon, une fois que vous avez fait ça, c'est déjà pas très brillant comme idée, mais une fois que vous avez fait ça, se pose la question du rapport entre le nombre de médecins et le nombre de gens. Voilà. Et ce rapport, non seulement il n'est pas bon, parce que les médecins, il y en a moins que de gens, mais en plus, la population elle vieillit. Donc c'est pas juste qu'on est plus nombreux, c'est qu'on a des besoins de plus en plus forts. Parce qu'à 85 ans, on a plus besoin d'aller voir un soignant, un médecin, que lorsqu'on a 25, souvent. Alors ça veut pas dire qu'à 25 ans, on a accès au médecin, hein, c'est déjà la galère. Aller voir la médecine crous universitaire, c'est un désastre. Mais les besoins ne sont pas les mêmes. Et donc, vous avez cette nécessité-là. Et c'est un truc qu'on porte effectivement avec le groupe de la France Insoumise. On est très actifs dans un groupe de travail sur les déserts médicaux à l'Assemblée, qui est un groupe transpartisan avec des gens de quasiment tous les bords politiques que ça intéresse, c'est-à-dire tout le monde sauf les fachos. Ils s'en foutent, ils sont jamais venus. Bon, tant mieux d'ailleurs, on ne leur demande pas de venir. Si vous nous écoutez ce soir, vous appuyez sur la petite croix rouge, comme ça vous arrêtez, puis vous venez pas. Donc, il y a un groupe de travail déserts médicaux. On bosse là-dessus, sur comment on fait, à la fois pour avoir plus de médecins, donc suppression du numerus clausus, traitement digne des internes pour qu'ils puissent faire le boulot dans les bonnes conditions. Deuxièmement, comment on fait pour obtenir qu'il y ait des médecins présents partout sur le territoire? Parce que oui, aujourd'hui, une bonne partie du territoire est un désert médical, mais il reste des poches, je pense à Nice par exemple, où il y a beaucoup de médecins, notamment spécialistes. Donc il y a un enjeu à comment on fait pour redistribuer. Par exemple, lorsqu'on forme des jeunes qui viennent d'un désert médical, on sait qu'ils retournent s'y installer. C'est une bonne manière de faire ça en sorte. Nous, on est favorable à la régulation de l'installation. C'est-à-dire dire, les médecins s'installent partout où ils veulent, sauf sur les 4-5 gros points où il y en a beaucoup. C'est tout. C'est-à-dire, vous installez sur 99% du pays, maximum à 15 bornes de là où vous vouliez aller, maximum. Donc, on se met vraiment, on est sur un truc assez tranquille. Et troisièmement, comment on démocratise les études de médecine. Parce que le souci qu'on a aussi, c'est que médecine, c'est gratuit, quasi gratuit, hein, c'est le prix d'une fac, mais c'est plus sélectif que l'école de commerce la plus sélective. Donc, l'école de commerce la plus chère sélectionne moins socialement que les facs de médecine. C'est un truc de fou. Il y a plus d'enfants d'ouvriers en école de commerce qu'en médecine. Donc, c'est un souci. Et ça nous conduit à avoir ces difficultés-là. Bon, bref, tout ça est lié à la psy, parce que on sait que les médecins qui s'orientent vers la question des soins psy sont aussi les médecins qui sont les moins issus de milieux favorisés. Pour le dire rapidement, c'est une des spécialités qui attire beaucoup de médecins plutôt issus de classes moyennes, voire de milieux populaires, qui s'y orientent. Et c'est important aussi parce que avoir une pluralité des expériences de vie chez les médecins, ça permet aussi de faire les soins différemment, parce qu'ils ont vu d'autres choses, ils viennent d'autres territoires, ils ont une approche de certaines pathologies par rapport à d'autres, et ça c'est hyper important de pouvoir le varier. Donc il faut absolument effectivement faire péter ce numerus clausus définitivement. Les macronistes ont fait un sous-truc, là, un numerus apertus, c'est-à-dire c'est un numerus clausus un peu augmenté, bon, ça doit exploser. Et le souci qu'on a, c'est les médecins étrangers, les PADU, c'est-à-dire les médecins qui ont un diplôme hors Union Européenne. PADU, ça veut dire professionnel à diplôme hors Union Européenne. C'est un acronyme.
Et le problème, c'est que beaucoup d'entre eux ont perdu leur statut au 1er janvier dernier, parce que vous aviez François Braun qui a créé un statut provisoire de 6 mois, après il y a eu Aurélien Rousseau, après il y a eu Firmin Lebaudot, après il y a eu Frédéric Valtou. Bon, la durée moyenne, c'est 4 semaines. Vous êtes ministre de la Santé dans ce pays, donc vous arrivez, vous découvrez le bureau, on vous fait la clé, vous partez. Génial. Et donc, ils ont fait des statuts provisoires qui sont tombés parce que personne n'a suivi le dossier. Donc là, on essaye de, au cas par cas, obtenir une régularisation de ces gens qui ont un diplôme de médecine, qui ont le droit de passer des examens, ça s'appelle les EVC, les examens pour valider les compétences, validation de connaissances, pardon. Le problème, c'est que ces EVC, on dit que c'est des examens, en fait, c'est un concours. Il y a un nombre de postes limité. Donc même si tous les médecins étrangers savent faire le boulot, même s'ils ont tous l'examen réussi, ils l'ont pas. Enfin, ils peuvent tous valider, mais on ne prendra qu'une partie d'entre eux. C'est pas normal. Il y a des gens qui ont besoin de soins partout dans le pays, et on leur refuse l'accès des médecins. Tout ça parce que il y a une politique xénophobe assez clairement qui vise à limiter la capacité de médecins étrangers à exercer en France. Et c'est un peu. Il y a une autre question ou sinon, alors, il sinon, y en a d'autres, mais vas-y, si tu veux. Mais vas-y, dis. C'était juste parce que tu parlais de la question des besoins tout à l'heure en soins. Et du coup, justement, j'avais envie aussi de faire part d'une alerte, en fait. C'est-à-dire que les besoins en santé mentale sont déjà énormes et vont en augmentant en réalité. Là, actuellement, c'est déjà le premier poste de dépense de la sécurité sociale, la santé mentale. Et par exemple, en début de semaine, là, je rencontrais l'UNAFAM, qui est une association de familles, de patients qui sont soignés donc pour des soins, pour des troubles psychiatriques. Et en fait, je leur demandais ce qu'ils voyaient comme évolution. Et en fait, l'évolution la plus importante qu'ils voyaient, c'était que les patients étaient de plus en plus jeunes. Enfin, ceux qui avaient des pathologies donc de plus en plus compliquées, de plus en plus jeunes. Et quand on dit jeune, ils me disaient même 11-12 ans, vraiment jeune. Hein. Et en plus de ça, c'est à mettre à mon avis en regard aussi avec la hausse, par exemple, des tentatives de suicide chez les jeunes. Enfin, il y a quelque chose quand même d'inquiétant. On n'arrête pas d'avoir des tribunes, des alertes sur cette question-là, sur le fait que c'est difficile pour la jeunesse, notamment depuis la crise Covid, justement, hein, qui a quand même fait du mal, il faut le dire, aussi à ce niveau-là. Et là, on est sur, donc vous l'avez vu, un champ complètement dévasté en ce qui concerne la psychiatrie publique, et on n'a pas l'air d'en prendre la mesure, enfin moi, à mon sens, là aujourd'hui, il faudrait que si nos politiques étaient sérieuses, ils diraient en fait, on investit, en fait, on arrête les bêtises, on arrête les maquettes organisationnelles, et on investit, on met de l'argent, parce que là, on va pas y arriver, on peut pas fonctionner. Moi, ce qui me fait peur, du coup, c'est que ce soit l'approche sécuritaire qui l'emporte. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on voit, et notamment, enfin politiquement, hein, concrètement, par exemple, on a eu un débat sur la psychiatrie il n'y a pas longtemps dans l'hémicycle, il avait été demandé par les Républicains. Pourquoi ? Parce que vous avez peut-être entendu, d'ailleurs c'était arrivé à Toulouse en 2019, ce qu'on appelle ils disent des fugues de patients. En fait, c'est des patients qui sont sortis alors qu'ils n'en avaient pas l'autorisation ou qui ont prolongé une sortie à laquelle ils auraient dû déjà rentrer. Bref, avec du coup le côté ça fait peur, attention, peut-être ils sont dangereux, etc., etc. Donc là, on mobilise des moyens, on mobilise des vigiles, etc., etc. On enferme le plus possible. Or ça, c'est pas la réponse. Enfin, les hôpitaux, notamment les centres de soins psychiatriques, ils n'ont pas besoin de plus de vigiles, ils ont besoin de plus de soignants. Et ça c'est quelque chose qui m'inquiète. En plus, du coup, avec une stigmatisation en plus de la maladie mentale qui me paraît absolument catastrophique. Et cette idée, ça rappelle, en fait, ça fait une espèce de retour en arrière avec, vous vous souvenez, au 19e siècle, l'asile dit psychiatrique, où justement on enfermait les gens, je sais pas trop comment on les soignait. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une tentation de revenir vers là, aussi peut-être parce que c'est plus facile d'enfermer les gens. Que de prendre le temps de les soigner, ça coûte moins cher. Mais surtout, c'était l'inverse. C'est-à-dire que le but à l'époque, c'est de mettre à part les gens, de les mettre quelque part à part, loin des personnes dites non malades. Ouais, c'est ça. Plutôt que d'avoir une option qui est comment on permet à des gens qui ont une dignité humaine, la même que nous, de vivre dans leur la société. Vie. Voilà, de vivre leur vie tranquillement. Et normalement, la psychiatrie publique aujourd'hui, ça doit être ça. Or, là, moi, j'ai une crainte aussi par rapport à ça, qu'on dérive vers du sécuritaire plutôt que du soin. Et à propos de soins, ça n'a aucun rapport, mais j'ai dit à propos, tu as quand même un petit clin d'œil qui était envoyé de « Bonjour Anne, viens me voir si tu veux de la spiruline et merci pour ton action de Spiruline Tolosane. » Producteur de spiruline sur ma circonscription. Voilà, donc je me sentais obligé quand même de m'assurer que cette information t'arrive bien en temps et en heure, que tu l'entendes. Bon, on arrive bientôt au bout de cet échange. Je crois qu'on a réussi à dire pas mal de choses assez complexes. Vous voyez qu'il y a vraiment deux trucs différents. Il y a le sujet des urgences psy, qui est un sujet spécifique,
parce qu'il y a des problématiques qui ne sont pas les mêmes que dans le reste de l'hôpital, et c'est là en fait qu'a craqué dernièrement le plus fortement le CHU. Après, il y a le grand angle, c'est-à-dire l'ensemble de la santé publique qui est en péril dans notre pays, et qui est en péril pour les logiques qu'on a dit, c'est-à-dire sous-dotation, le manque de moyens, les gens sont maltraités, ils sont sous-payés, il y a des arrêts maladie parce qu'ils ne tiennent pas le choc, parce qu'ils font des heures à n'en plus finir, et des indicateurs partout. Pareil, hein, qu'on fasse bien la distinction, parce que tout à l'heure j'ai répondu à une question, mais j'ai vu des rebonds là-dessus. Quand je parlais de la tarification à l'acte, par exemple, ça touche pas les soins psy. La tarification à l'acte, je parlais du CHU en grand angle, quoi. C'est la plupart des soins qui sont délivrés, mais la psychiatrie, elle, n'est pas payée en tarification à l'acte. C'est le fait de recevoir les gens pour des soins, une maladie infectieuse. Oui, mais il y a une évolution de la tarification justement de la psychiatrie qui inclut maintenant pour 15% ce qu'ils appellent la file active, c'est-à-dire justement la file de patients que vous recevez, donc qui inquiète très fortement les professionnels parce que justement ça se rapproche de la logique de la tarification à l'acte et en tout cas d'une idée de rendement en fait. Hein, c'est toujours la même chose. Donc, c'est juste pour qu'on soit au clair là-dessus, sur la distinction, c'est-à-dire que les urgences psy ont aussi certaines règles ou manières de fonctionner, et c'est très bien, on s'en réjouit, qui sont un peu différentes du reste des hôpitaux, et donc tant mieux, parce que c'est pas les mêmes soins et pas les mêmes choses qu'ils doivent faire. Alors, je pense qu'on peut conclure sur une dernière question. Est-il vrai qu'ils appellent désormais les patients des clients? Alors je sais pas qui est ils, parce que les soignants, non. Ah, certainement pas. On n'a pas vu un soignant. En revanche, si jamais c'est une partie de la haute bureaucratie, une partie du ministère, une partie du cabinet de conseil, la réponse est oui. Cabinet de conseil, on en voit qui disent la gestion de la clientèle, la file client, etc. Ça existe. Et il y a un combat de vocabulaire. Ouais. Aujourd'hui, on peut dire clairement, les soignantes et les soignants sont rétifs, ils ont tout à fait raison, mais ne prennent pas ce vocabulaire. Il n'y en a pas un qui parle de cliente et de client. Ils savent en fait pourquoi ils sont là. Ils savent que c'est pas ça le but de leur métier. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai jamais entendu. Non, non plus. Je pense que toi non plus. Mais par ailleurs, ça résonne avec ce qu'on disait tout à l'heure. C'est la logique de la rationalisation industrielle, etc. Moi, il y a un truc qui m'a choqué, c'est certains vocabulaires qui sont utilisés. Les bed managers, les endroits aussi où on met plein de lits, ça s'appelle des hubs. Enfin, bon, il y a un vocabulaire comme ça qui est imposé exactement. Je reviens pas sur ce que tu disais tout à l'heure sur le lean management. Ça vient de là, ça vient de l'industrie. Et bref, à mon avis, c'est catastrophique. Mais non, les soignants parlent pas du tout comme ça. Et moi, si je pouvais finir là-dessus, c'est de dire. Il faut absolument qu'on écoute nos soignants, nos médecins. Je vous assure, les témoignages sont absolument déchirants aujourd'hui parce que la situation est catastrophique. Sont des gens qui se ruinent la santé. Leur métier les rend malades. Aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Hein. Les gens qui sont en arrêt maladie, c'est ça, c'est parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils n'y arrivent plus. Et qui pourtant donnent tout, tiennent le maximum pour nous soigner toutes et tous. Parce qu'en plus, sur la question de la santé mentale, il faut bien se dire qu'on est toutes et tous à risque en fait, d'un jour d'aller pas bien, ou notre proche, ou n'importe qui autour de nous, et on est tous concernés. Et voilà. Et moi, je suis touchée par tout ce qu'ils font, par tous les efforts qu'ils font, et malheureusement par la façon dont ils sont traités aujourd'hui. Ils savent faire. Quand on les écoute, voilà, ils pourraient faire si on leur donnait les moyens. Encore une fois, ils ont besoin de temps, ils ont besoin de pouvoir les accompagner, de pouvoir faire des sorties, des projets, des ateliers. Tout ça, ça n'est plus permis dans le système actuel qui calcule tout au plus serré. Et donc voilà, vivement qu'on prenne le pouvoir. En attendant de prendre le pouvoir, ça arrive très vite. Du coup, vous pouvez compter sur nous parce qu'on est en lien avec les syndicats. Évidemment. Et les médecins. On est sur le terrain. Dès qu'il y a un changement, une évolution, même un site qui est inauguré, on est toujours là pour pouvoir échanger avec les gens qui bossent, savoir faire remonter les problèmes. On est là à l'Assemblée parce qu'on dépose des textes de loi pour sauver les urgences psy, à la fois avoir des moyens, des dotations, une organisation qui soit pérenne et adaptée à ce que veut le personnel. Et on est en soutien, en l'occurrence ici, total, absolu, inconditionnel avec les demandes des personnels. Parce qu'on sait que du jour où on applique ce que demandent les soignantes et les soignants, on a un CHU qui tourne, des gens qui sont accueillis dignement. Le seul obstacle qu'on a aujourd'hui, c'est la bureaucratie ministérielle, qui en fait fait obstacle à ce que demandent les soignantes et les soignants, et c'est le refus de faire payer ceux qui ont les moyens pour qu'on ait quelques milliards d'euros. Parce que oui, il faut mettre de l'argent. Il faut mettre de l'argent, ça tombe bien, il y en a plein, à plein d'endroits du pays, pas les bons. Il faut mettre de l'argent dans ce secteur-là. Et enfin, moi en tout cas je conclue là-dessus, il faut vraiment avoir en tête, parce que ça rebondit sur ce que tu disais, que les soins psy, c'est des soins. Il n'y a pas des gens qui sont vulnérables, qui seraient faibles et qui du coup seraient atteints par des maladies psychiatriques. C'est une maladie, donc elle se développe dans des circonstances données et il n'y a pas d'immunité face à ça. C'est-à-dire toutes et tous peuvent être susceptibles d'être atteints, d'avoir besoin d'un soin dans notre vie sur ce domaine-là.
Et donc défendre aujourd'hui les urgences psy au CHU, c'est se défendre toutes et tous. Nous, les voisins, les amis, les enfants, les parents, les grands-parents. Donc c'est vraiment très important. On a besoin de mobilisation générale tout le temps et on compte sur vous.